Le Talmud, donc on en était à 47a, Shabbat. Laissez la bougie, l'huile et la mèche, car elles sont devenues une base pour un objet interdit. Même Rabbi Shimon convient qu'une flamme qui brûle le Shabbat est mise de côté, puisqu'il interdit de déplacer la flamme. Il est également interdit de déplacer la lampe, l'huile et la mèche. Rabbi Zera a dit que Rabbi Assi a dit que Rabbi Yohanan a dit que Rabbi Hanina a dit que Rabbi Romanus a dit. Rabbi Yehuda Anassi m'a permis de porter une poêle à charbon avec ses cendres. Rabbi Zera dit à Rabbi Assi. Rabbi Yohanan a-t-il réellement dit cela? N'avons-nous pas appris dans une Mishnah, une personne peut porter son fils dans ses mains, et même si le fils a dans ses mains une pierre qu'il est interdit de porter? Ou peut-on emporter un panier avec une pierre à l'intérieur? Et Rabba Barba Anna a dit que Rabbi Yohanan a dit. Nous avons à faire un panier plein de fruits. En raison du fruit, le transport du noyau est également autorisé. La raison de cette indulgence est qu'il y a des fruits à l'intérieur du panier. Mais s'il n'y a pas de fruits à l'intérieur, non. On ne peut pas le déplacer. Concernant le bac à charbon rempli de cendres, comment peut-il être permis de le déplacer selon Rabbi Yohanan? Il fut un moment étonné, Daniel 4,16, et ne trouva pas de réponse. Et finalement, Rabbi Assi dit. Ici aussi, il s'agit d'un cas où le poêle à charbon contient des morceaux d'encens et qui n'ont pas encore été brûlés. Grâce à ces embouts, il est permis de déplacer la casserole. Abi a dit, les petits morceaux dans la maison du rabbin Yehuda Anassi sont-ils significatifs? Comme ils ne sont pas significatifs, ils sont annulés par les cendres et le mélange est totalement inutilisable. Et si vous dites les morceaux conviennent aux pauvres, nous expliquerons que la valeur d'un objet est déterminée non pas par son contexte, mais sa valeur intrinsèque. N'a-t-il pas été enseigné dans une Beretta qu'il existe une différence en ce qui concerne la halakha d'impureté rituelle entre les vêtements appartenant aux pauvres, qui peuvent devenir rituellement impurs même s'ils sont très petits, et les vêtements appartenant aux riches, qui ne le sont pas, considérés comme importants à moins qu'ils contiennent une plus grande quantité de tissu. Les vêtements de la taille des vêtements des pauvres sont pour les pauvres, et les vêtements de la taille des vêtements des riches sont pour les riches. Cependant, les vêtements des pauvres pour les riches n'ont pas d'importance. Apparemment, la signification d'un objet est déterminée par son contexte, et non propriétaire. Abi a plutôt donné une explication alternative. La halakha ici est exactement la même que dans le cas d'un pot de chambre rempli d'excréments. Comme il est dégoûtant, il est permis de le retirer de la maison, même si cela ne sert manifestement à rien. Rava a dit, il y a deux réponses pour rejeter cette analogie. Premièrement, un pot de chambre avec des excréments est dégoûtant. Et le poêle à charbon n'est pas dégoûtant. Et en plus, un pot de chambre contenant des excréments est découvert et sent mauvais. Et le bac à charbon est recouvert. Rava a plutôt donné une explication alternative. Lorsque nous étions chez Rav Naman, nous déplacions une poêle à charbon Kanuna à cause des cendres. Et nous le faisions même s'il y avait des morceaux de bois cassés dessus. Puisque les cendres peuvent être utilisées pour couvrir la saleté, elles ne sont pas mises de côté, le bac à charbon peut être déplacé à cause des cendres. Même s'il y avait aussi des bâtons cassés sur la poêle qui ne servent à rien, ils sont néanmoins annulés par les cendres. Excusez-moi. Voilà. Cette petite parenthèse, oui, généralement on vous appelle toujours quand vous êtes occupé. Même s'il y avait aussi des bâtons cassés sur le poêle qui ne servent à rien, ils sont néanmoins annulés par les cendres. La Gemara soulève une objection à cette dernière remarque par rapport à celle qui a été citée précédemment. Et Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon conviennent que s'il y avait des fragments de mèche dans la lampe, il est interdit de la déplacer. Apparemment, ces fragments ne sont pas nuls et rendent toute la lampe mise de côté. Abi a déclaré. Aucune preuve ne peut être citée de cette Beretta car ils l'ont enseigné en Galilée, où le pétrole est abondant et bon marché. C'est pourquoi les mèches cassées ne sont pas annulées par rapport à l'huile Rav Nissim Gaon. La Gemara raconte que Lévi bar Shmuel a trouvé Rabbi Abba et Rav Huna Bariya qui se tenaient à l'entrée de la maison de Rav Huna. Lévi bar Shmuel leur dit « Quelle est la halakha concernant le remontage d'un métier à tisser ?» qui était généralement un cadre pliable, le jour du Shabbat. Il lui dit, cela pourrait bien se faire. Il se présenta devant Rav Yehuda, lui posant la même question. Mais Rav Yehuda lui dit que Rav Shmuel avait tous deux dit, celui qui remonte un métier à tisser pendant Shabbat est susceptible d'apporter un sacrifice pour le péché, car il accomplit un travail interdit par la Torah, loi sur le Shabbat. La Gemara soulève une objection à la déclaration de Lévi bar Shmuel de la Tosefta.
Celui qui remonte la branche d'un chandelier est démonté pendant Shabbat est susceptible d'apporter un sacrifice pour le péché. Quant au poteau du plâtrier qui comporte plusieurs éléments, on ne peut pas le remonter ab initio. Et s'il l'a remonté, il est dispensé d'apporter une offrande pour le péché, bien que cela soit interdit. Rabbi Simai dit, s'agissant d'un corps arrondi, qu'il est une trompette démontable et dont le montage est compliqué. Celui qui l'a remonté est responsable. Cependant, un classon droit, facile à monter, celui qui l'a assemblé en est exempté. Apparemment, assembler un objet composé de plusieurs éléments le jour du Shabbat est interdit par la loi de la Torah. Et pour cela, on s'expose à apporter un sacrifice pour le péché. La Gemara répond, on a dit que cela est permis conformément à l'opinion de ce Tana. Comme cela a été enseigné dans une beretta, un cadre de lit qui est un cadre de bois à travers lequel les cordes du lit étaient entrelacées et les pieds de lit et les tablettes de l'arche, skiba, qui désigne la partie de l'arc sur laquelle on retire la flèche. Si elles ont été détachées du lit ou de l'arc, on ne peut pas les remonter et s'il les a remontées, il est exempté. DAF 47b. Toutefois, s'il est interdit, on ne peut pas attacher les morceaux ensemble avec force. Il les attache, il s'expose à apporter un sacrifice d'expiation pour avoir accompli un travail interdit par la loi de la Torah. Rabban Shimon ben Gamliel dit, s'il était lâche et pouvait être assemblé facilement, il est permis. Le rabbin Abba et le rabbin Una bar Iya se sont appuyés sur cette opinion. La Gemara raconte. Dans la maison de Rav Hama, le grand-père de Rava, il y avait un lit pliable, semblable à un métier à tisser, et il le remontait lors d'une fête. Un des sages dit à Rava, quelle est ton opinion? Estimez-vous que cela est autorisé parce qu'il s'agit d'une construction atypique? En d'autres termes, n'effectue-t-on pas les travaux de construction interdits puisqu'ils n'ont pas été exécutés de manière standard? Bien qu'il n'y ait pas d'interdiction dans la Torah, il existe en tout cas une interdiction rabbinique. Rava lui dit, je suis en accord avec l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel qui disait que si c'était lâche, c'est permis même ab initio. Mishnah, on ne peut placer un récipient sous la lampe à l'huile afin de recevoir les étincelles d'huile brûlante qui tombent de la lampe afin qu'elle ne provoque pas d'incendie. Et il ne peut pas mettre d'eau dans le récipient car cela éteint les étincelles. Gemara, la Gemara demande comment est-il permis de positionner ce navire pour recevoir les étincelles? N'annule-t-il pas ainsi l'étape de préparation du navire? Il n'est plus prêt à être utilisé le Shabbat car les étincelles lui confèrent un statut de réserve. L'opinion selon laquelle il est interdit de nier l'état de préparation d'un navire a déjà été exprimée. Ravuna, fils de Rav Yehoshua, a dit, les étincelles n'ont aucune substance, ils brûlent immédiatement et ne laissent aucune trace d'huile dans le récipient. Le navire reste donc apte à être déplacé. Et nous avons également appris dans la Mishnah qu'il ne faut pas mettre d'eau dans le récipient situé sous la bougie car cela éteint les étincelles. La Gemara remarque, est-ce à dire que nous avons appris une Mishnah non attribuée conformément à l'opinion du rabbin Yosei qui a dit que même une action provoquant indirectement l'extinction est interdite. L'extinction dans ce cas où l'eau était placée dans un récipient n'a pas été réalisée au moyen d'une action directe. Son action n'a provoqué son extinction qu'indirectement. La Gemara rejette cette question avec étonnement. Et comment pouvez-vous la comprendre de cette manière? Dites que le rabbin Yosei a dit qu'il est interdit de provoquer indirectement l'extinction le jour du Shabbat. La veille du Shabbat, a-t-il dit cela? Et si vous dites cela ici aussi, cela fait référence à un cas où il a mis de l'eau dans le récipient le jour du Shabbat, n'est-ce pas enseigné dans une beretta? On peut placer un récipient sous une lampe à huile pour recevoir les étincelles qui tombent de lampe le jour du Shabbat. Et bien entendu, il est permis de le placer la veille du Shabbat et on peut pas mettre d'eau dans le récipient car cela éteint l'étincelle même s'il l'a placé la veille du Shabbat. Il va sans dire que cela est interdit pendant le Shabbat lui-même. Apparemment, l'interdiction contenue dans la Mishnah n'est pas du tout liée à l'approche du rabbin Yosei. Au contraire, Rav Ashi a dit, même si vous dites que cette Mishnah est conforme à l'opinion des rabbins, c'est différent ici, car dans ce cas, il ne fait pas seulement éteindre l'étincelle, il hâte son extinction car les étincelles s'éteignent immédiatement lorsqu'elles tombent dans l'eau. Rabbeinu Hananel, dans ce domaine, même les rabbins l'interdiraient. Lorsqu'une marmite est retirée du feu la veille du Shabbat, elle peut être isolée avec des matériaux qui préservent sa chaleur, mais pas avec des matériaux qui augmentent sa chaleur. Augmenter la température d'une casserole équivaut à cuisiner. Les Mishnayot qui suivent énumèrent les matériaux dans lesquels un tel pot peut être isolé la veille du Shabbat et ceux dans lesquels il ne peut pas être isolé. Mishnah, dans quoi peut-on isoler un pot de nourriture cuite la veille de Shabbat? Et dans quoi peut-on
pas l'isoler. On ne peut l'isoler ni dans les résidus solides des produits pressés débarrassés de leur huile, ni dans le fumier, ni dans le sel, ni dans le chaud, ni dans le sable, que ces matières soient humides ou qu'elles soient sèches. Tous ces matériaux génèrent spontanément de la chaleur lorsqu'ils sont empilés pendant une période prolongée. Par conséquent, ils ajoutent de la chaleur à une casserole isolée à l'intérieur. Et on ne peut isoler un pot ni avec de la paille, ni avec des restes de raisin pressés pour en extraire le jus, ni avec une matière molle, par exemple des vêtements en lambeaux, ni avec de l'herbe lorsque ces matières sont humides. Cependant, on peut y isoler un pot lorsqu'ils sont secs. Guémara, un dilemme a été soulevé devant les sages. Avons-nous appris concernant les résidus d'olive dans la Mishnah, mais les résidus de graines de ces dames qui étaient pressées pour leur huile, qui produit moins de chaleur, pourraient très bien être utilisés pour isoler les aliments sur la veille du Shabbat? Ou peut-être avons-nous appris à propos des résidus de sésame dans la Mishnah et à fortiori que les aliments isolants dans les résidus d'olive sont interdits? Venez entendre une résolution à ce dilemme, d'après ce que Rabbi Zera a dit au nom d'un des sages de l'école de Rabbi Yanaï, concernant un panier dans lequel on isole de la nourriture d'une manière permise, par exemple dans un matériau sec et mou. Ou de même, il est interdit de le placer sur les résidus d'olive. Concluez de ceci que nous avons appris concernant les résidus d'olive dans notre Mishnah. Cependant, isoler les aliments dans les résidus de sésame est autorisé. La Guémara rejette cette preuve en réalité. Je peux vous dire qu'en ce qui concerne l'isolation proprement dite, les résidus de sésame sont également interdits. Cependant, en ce qui concerne, et on continuera demain. Merci, bonne soirée. Et n'hésitez pas à partager pour ceux qui en ont besoin et de vous rapprocher auprès de ceux pour vous expliquer tous les contenus de ces livres.